impacting the communities positively across the world. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez une fois de plus bienvenus dans notre émission de Diaspora Positive. Nous sommes en train de mettre en direct ici à la ville de Londres, par la grâce de Dieu. Cette émission sera un peu spéciale, comme je n'ai cessé de le répéter plus d'une fois. J'aurai le réel plaisir de recevoir un habitué de notre plateau, en la personne du professeur Noël Mbala. Professeur, soyez le bienvenu. Merci. OK. Pour la énième fois, nous vous souhaitons le bienvenu sur ce plateau de Diaspora Positive. Mais comme élever la tradition à tout seigneur, tout honneur, avant de commencer, chers téléspectateurs, souffrez pour que nous disions d'abord merci à notre grand Dieu, c'est lui qui nous a accordé son souffle de vie. Sans lui, nous autres, nous ne serions pas de ce monde. Merci également aux propriétaires de cette chaîne de télévision. J'ai cité le révérend pasteur Paul Kossi, parce qu'entre nous, il n'est pas seulement notre pasteur, il est en même temps aussi mon père spirituel. Alors, je le salue là où il se trouve. Il est en train de nous suivre, toute sa famille. Que Dieu bénisse toute sa famille et tous les membres des Aya Church qui sont connectés. Je n'ai pas oublié tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent de partout. Que Dieu vous bénisse. Et enfin, vous les téléspectateurs, sans vous, vous êtes notre raison d'être pour cet après-midi. Donc, vous avez du prix une fois de plus à nos yeux. Professeur, l'heure est encore grave cet après-midi. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. L'heure est encore grave cet après-midi. L'Afrique, notre mère patrie, on ne sait pas. Mama Africa, comme disait notre confrère Sylvain Bogou, que je salue aussi en passant. Mama Africa continue à défrayer la chronique. Et d'aucuns de dire que si aujourd'hui l'Afrique est en retard, c'est tout simplement parce qu'elle a oublié, elle a négligé l'aspect démocratie. En clair, pour cet après-midi, chers téléspectateurs, nous allons essayer de débattre avec le professeur Noël Mbala, un sujet qui paraît à première vue un peu compliqué. Pas de démocratie, pas de développement durable en Afrique. Question mark, point d'interrogation. Professeur. Il est un fait que l'Afrique est le dernier des continents aujourd'hui et c'est fort regrettable parce que l'Afrique a toutes les raisons de mieux se porter que ça. Et si la question est soulevée du lien entre la démocratie et le développement, nous pensons que ça vaut la peine de s'y arrêter et de se poser la question de savoir d'abord c'est quoi la démocratie et c'est quoi le développement. Très bien, c'est ça. La démocratie, bon, il y a beaucoup d'auteurs, de philosophes qui se sont penchés là-dessus, et même les penseurs en politique. Mais moi, je vais simplement retourner à l'étymologie du mot. Le mot démocratie vient du grec demos kratein. Demos, c'est le peuple, et kratein, c'est le pouvoir ou le commandement. Et si on veut parler de démocratie, la première personne que l'on voit, ou la première entité à prendre en considération, c'est le peuple. Parce que sans le peuple, les gouvernants ne peuvent même pas gouverner, parce que vous ne pouvez gouverner que lorsqu'il y a un peuple. Alors, ce peuple-là, en démocratie, ce peuple a le droit lui-même de gérer l'espace qui est considéré comme étant l'État ou le pays dans lequel ce peuple est installé. Mais de manière pratique, tout le monde ne peut pas gouverner au même moment. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes qui se sont installés que l'on appelle des institutions. Et ces institutions sont des propriétés ou appartiennent au peuple.
Mais maintenant, pour être à la tête de ces institutions, pour assumer des responsabilités, en démocratie, il y a la notion de mandat. Puisque tout le monde ne peut pas gouverner au même moment, Oui. on donne le mandat à certains d'entre nous pour nous conduire vers une direction qui doit nous permettre de mieux vivre, d'être plus humains, de nous épanouir. Donc la démocratie, en mon sens, est impérative, est un besoin de l'être humain. Maintenant, le développement souvent est confondu à la dimension économique, simplement. Oui. C'est-à-dire développer les infrastructures, développer des services, et on pense que le développement s'arrête à ça. Ça, c'est une approche que l'on peut appeler réductrice. Nous avons un professeur, le professeur Augustin Romain Chioni, qui est en train de développer une approche que lui-même appelle holistique, une approche beaucoup plus complète. Cette approche du développement. Du développement. Du développement. Oui, ça va au-delà de l'économie, parce que l'économie, ce n'est qu'une dimension de besoins que l'être humain doit couvrir pour survivre. Et parmi ces besoins, il y a le besoin économique que l'on peut couvrir avec les infrastructures, mais il y a d'autres besoins comme le besoin scientifique. L'être humain a besoin d'apprendre. Vous verrez ça avec un enfant qui pose beaucoup de questions. Ça, c'est quoi dans l'enfance, oui, c'est vraiment manifeste. Il y a aussi une autre dimension, c'est le besoin religieux. Vous savez qu'il y a des gens qui, dans leur vie, il y a des martyrs. Oui, il y a des gens qui font des guerres pour la religion. Donc, c'est un besoin. Alors, le développement, c'est l'homme qui se développe. C'est l'homme qui se développe dans un écosystème donné. Et au sein de cet écosystème, l'homme doit avoir la capacité de couvrir l'essentiel de ses besoins au niveau économique, au niveau scientifique, au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau social. Donc, et tout cela exige que l'être humain ait la capacité de prendre des décisions responsables en ce qui concerne son destin. Et cela exclut évidemment toute forme de dictature. D'où il est impératif que la démocratie soit toujours associée au développement, mais un développement beaucoup plus global que simplement construire des infrastructures. Et si l'Afrique est en retard, d'abord, beaucoup de... Je crois que nous allons y arriver, prof. Allons-y, mollo. Là, chers téléspectateurs, il s'appelle Noël Mbala Condé. C'est un habitué de ce plateau de diaspora positive. Je sais comment le gérer, sinon il risquerait un peu de filer. Ok, allons-y, mollo, par respect à nos téléspectateurs. Professeur, il y a des millions de gens qui sont connectés à cet instant en train de vous suivre. Nous sommes sur Olive TV. Et c'est ce flairon qui fait vraiment la fierté de nous qui sommes de la communauté francophone de par le monde. Alors, allons-y mollo, par respect à nos téléspectateurs. Parce que je voudrais vraiment assez que, à partir de cette émission, les choses commencent un peu à bouger. Professeur, sans la démocratie, il n'y a pas de développement. Donc, beaucoup de gens réagissent pour dire non, on peut développer l'Afrique sans pour autant passer par la démocratie. Excusez-moi d'abord de vous interrompre parce que nous y allons mollo. Une réaction à chaud? Je m'inscris en faux contre cette position ou cette hypothèse qui pense qu'on peut développer un pays sans démocratie. La liberté est un des besoins fondamentaux de l'être humain. L'être humain est né libre. Sinon, on naîtrait avec des menottes. L'être humain est né libre. Et l'être humain a besoin de s'épanouir. On ne peut s'épanouir que lorsqu'on a la capacité de prendre des décisions qui affectent de manière
significative sa vie. Ok. Et une des décisions, c'est le leadership. Comment est-ce que nous allons être conduits? Comme nous tous, nous ne pouvons pas gouverner au même moment. Impossible. Nous devons donner des mandats à certains d'entre nous. Alors, pour donner ce mandat, nous avons besoin d'être libres. Parce que les gens confondent souvent, même ceux qui gagnent des élections, ils pensent que lorsqu'on a gagné l'élection, on a le droit de tout faire. Non. Lorsque vous avez gagné l'élection, vous avez eu simplement le mandat de nous conduire, de prendre le volant et de nous emmener vers une destination convenue. Donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Par respect pour ce que nous sommes. C'est-à-dire nous sommes des êtres humains comme vous. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le peuple qui ont des capacités tant intellectuelles, morales et humaines pour devenir chef d'État ou devenir des ministres. Mais comme ils ne peuvent pas devenir ministres au même moment que vous, on vous confie, vous, de les conduire vers une direction donnée. Okay. Donc, je conçois mal comment on peut développer un pays sans démocratie. Là, on s'arrête seulement à la dimension économique, où on confond le développement avec la croissance, ajouter des unités matérielles à d'autres unités matérielles et penser qu'on a développé le pays. Mais non, parce que si tel était le cas, nous n'allions pas demander les indépendances, nos pères n'allaient pas demander l'indépendance en 60, puisque les colonisateurs ont fait plus que nos ancêtres. Ils ont tracé des chemins de fer qu'il n'y avait pas de nouvelles villes, des écoles, des hôpitaux. Ils ont fait un travail extraordinaire, mais nos pères ont dit non. Nous avons besoin d'être libres. Nous allons faire ça de notre façon, avec la capacité pour nous de déterminer le chemin. Malheureusement, ceux que nous avons placés devant, hélas, n'ont pas compris le message des pères de l'indépendance. Il faut exactement ce que les colonisateurs ont fait, mais en pire. C'est-à-dire, il n'y a que les coups de fouet, les tortures que nous recevons de nos leaders, et ils construisent même pas ce que, ils conservent même pas ce que le colonisateur a fait. Bon, il y a quelques rares exceptions que je salue. Oui, bien sûr, on ne va pas exagérer. Mais je lance un défi aux leaders africains. Parce que l'Asie a été colonisée comme nous en 1960. Nous avons tous été décolonisés au même moment. Mais regardez l'Asie et regardez l'Afrique. La différence, c'est le leadership. Leadership. On est en train d'avancer, professeur. Donc là, vraiment, les amis qui soutiendraient, entre nous, qui soutiendraient la version selon laquelle on peut développer l'Afrique sans passer par la démocratie, c'est vraiment une thèse qui ne tient pas route, qui ne tient pas debout. Ça ne peut pas tenir debout, c'est pas possible. Ça ne peut pas tenir debout, c'est comme je disais, si on ramène le développement aux seules infrastructures, on peut prétendre dire ça. Mais vous verrez que dans beaucoup de pays, lorsque le peuple n'est pas content, qu'il se révolte, le peuple casse même ses infrastructures. Le peuple les casse parce que le peuple ne se sent pas associé ou concerné. Oui. On a vu des usines, on voit les pays, le cas de la Syrie aujourd'hui, quand vous voyez comment ils ont... Bon, je n'approuve pas ce qui a été fait là-bas, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie. Mais vous voyez très bien que les infrastructures étaient là, mais il y avait des questions qui n'avaient pas été réglées. Et puis, malheureusement, quand le peuple se rebelle, on arrive à détruire les infrastructures. Merci, professeur. Alors là, maintenant, on revient à la question là où on avait commencé. Peut-être c'était la seconde question. Maintenant, pour ce qui est du continent Afrique, au jour d'aujourd'hui, la démocratie bafouée, nous avons des cas légions, pour ne parler pas quatre chemins. Aujourd'hui, nous allons d'abord nous limiter à l'Afrique centrale, pour CPGL. D'une part, vous avez un semblant de démocratie. D'autre part, vous avez ce que nous avons appelé le cas, par exemple, hier, de Rwanda,
qui est en train vraiment de défrayer la chronique. On vous dira que non, ici, le pays est en train de se développer. Mais il n'y a pas de démocratie. Qu'en dites-vous, professeur? Je crois, bon, le Rwanda a été efficient dans l'utilisation de l'aide extérieure. Ils ont été efficients dans l'exploitation illégale de ressources pillées du Congo, ça nous devons le dire, parce que la production intérieure du Rwanda ne peut pas expliquer le progrès, la croissance économique qui a été constatée au Rwanda, qui est un progrès réel. Mais j'ai beaucoup de réserves quand je dois appeler cela développement, parce que nous assistons... Mais c'est confirmé par la Banque mondiale. Oui, parce que la Banque mondiale, bien que la Banque mondiale c'est le PNUD qui a sorti l'indice du développement humain, qui inclut des paramètres qui ne sont pas que économiques. Le niveau d'éducation, le niveau d'instruction, le niveau de liberté de la presse, toutes ces choses-là. Je sais que le Rwanda vit encore le traumatisme du génocide, mais je crois que le Rwanda doit faire un effort pour ne pas convertir ce traumatisme en fonds de commerce politique. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que si le Rwanda, à cause du génocide, doit interdire toute pensée contraire à la pensée officielle, au bout du compte, le peuple rwandais va sentir ce que nos ancêtres à nous, nos pères de l'indépendance ont senti. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous limitez le développement aux simples infrastructures, ce qui me semble être le cas, je dois avouer que je ne maîtrise pas trop les données du Rwanda, mais j'ai comme l'impression qu'on veut prendre comme excuse ou comme prétexte la croissance économique pour... servir de quoi? Oui, de justification à tout le reste et le génocide pour dire, bon, il ne faut pas qu'on permette aux gens... Touche pas. Oui, je crois que les Rwandais, ils ont le droit comme tous les peuples, d'aspirer à plus de liberté, une liberté responsable, évidemment. Dans un pays comme le Rwanda, qui a vécu une situation traumatisante, ceux qui veulent s'exprimer doivent s'exprimer en tenant compte de toutes les susceptibilités, sensibilités à l'intérieur de leur communauté. Et faire en sorte que le discours que l'on tient soit un discours qui apaise et qui renforce la cohésion nationale. Mais cela ne doit pas exclure la possibilité pour le Rwanda de questionner, de poser, de demander des comptes à ceux qui conduisent le Rwanda. Ce n'est pas parce qu'ils ont bien construit les infrastructures que maintenant ils sont dispensés de rendre compte au peuple rwandais. Et je regrette beaucoup que des filles comme Ingabire ou comme Victoire et comme Diana soient arrêtées simplement parce qu'elles ont osé poser des questions à l'autorité. L'autorité doit accepter que tout le monde n'est pas obligé de penser exactement comme le veut le pouvoir. Professeur, il n'y a pas que ça, mais il y a pire que ça. Au sein toujours de la communauté économique de Pays des Grands Lacs, nous sommes en train d'évoquer le cas du Rwanda. Il y a eu aussi le patrouillage de la Constitution. Au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État est probablement, donc c'est un candidat président à vie. Et les cas sont légion. À part le Rwanda, vous êtes à côté, juste à côté, vous avez le Burundi. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on a triché aussi, on a touché sur la Constitution.
Mais non, le chef de l'État est, selon disons, ce qu'on aurait appris à travers la presse ou les médias, le chef de l'État, maintenant, donc, on a oublié tout ce qu'il avait brigué comme mandat. Désormais, c'est la case de départ. Donc, il est capable de se présenter pour 2 autres mandats, ce qui fera au total plus ou moins 4 ou 5 mandats. Nous avons quitté le Burundi, nous tombons au niveau de l'Ouganda. Je ne vous apprends rien. Vous savez ce qui se passe avec Museveni, qui a déjà atteint aussi la limite pour son 2e ou 3e mandat. Mais là aussi, il a touché la Constitution. Et au Congo-Brazza, aujourd'hui, n'en parlons pas pour la République centrafricaine. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que nos leaders et même nous, le peuple, nous ne savons pas que nous ne nous souvenons plus pourquoi nous avons demandé l'indépendance. Nous n'avons pas demandé les indépendances parce que la France ou la Belgique ne construisaient pas l'Afrique. La France et la Belgique construisaient sur le plan des infrastructures, ils ont construit l'Afrique. Alors, nous avons demandé l'indépendance parce que nous avons voulu avoir le destin de notre peuple en main, nous-mêmes. OK. C'est ça. Et cela s'appelle république. C'est-à-dire que le peuple, les pays dans lesquels nous sommes, sont des biens qui appartiennent à nous tous. Il faut que nos dirigeants comprennent que nous avons une forme d'État qui est une forme républicaine. OK. Et que dans cette forme républicaine, on accède à la tête de l'État par des élections. Par des élections qui sont périodiques. OK. Pour un mandat bien précis, que tout le monde, dont la durée est connue d'avance. Mais nos chefs de l'État, quand ils arrivent à la tête du pays, pour avoir fait ce qu'ils considèrent comme des miracles économiques, ils pensent qu'ils ont le droit de s'éterniser, de changer la forme de l'État, qui est une forme républicaine, pour la convertir en monarchie. Et monarchie bantou traditionnelle, donc ce n'est même plus les royaumes constitutionnels comme on en connaît ailleurs. À l'époque. C'est des royaumes traditionnels où c'est sa famille, c'est sa tribu, c'est des amis, une coterie autour du chef de l'État qui tient le pays en otage. Nous devons, nous en tant que peuple, et ça c'est la responsabilité de chaque peuple, chaque peuple doit essayer de sauvegarder. La liberté c'est un bien, c'est un bien qui est volatile. Si vous ne... nous devons arriver à mettre en place un système de gouvernement qui permette au peuple de donner le mandat et de pouvoir le retirer quand la période est là, ou quand le bilan est négatif. Donc il faut, et ça c'est la responsabilité aussi des partis politiques, qui doivent former le peuple à exiger des comptes. Parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est l'erreur que nous commettons souvent, c'est de prendre la popularité pour une forme de légitimité. Quand être populaire, bon, il y a des musiciens qui sont populaires. Plus populaires même. Ça ne leur donne pas le droit de conduire nos vies. Donc, et cette popularité, malheureusement, tourne très souvent vers le culte de la personnalité et puis le fanatisme. Et alors, on arrive nous-mêmes à créer de monstres qui deviennent difficiles à déboulonner. Et c'est le cas qui arrive dans les pays africains de l'Afrique centrale où on modifie les constitutions. Un chef de l'État qui gouverne bien n'a pas besoin de rester au pouvoir. Il a besoin de mettre des institutions pour que le travail ou la vision qu'il a fait accepter par le peuple puisse continuer. Et c'est pour ça que je reviens encore une fois sur ce que je disais à une des émissions, que nous devons
réformer nos administrations. L'administration. Il faut que le pays soit géré par l'administration. Ça, c'est votre cheval de bataille. Oui, pas par les hommes politiques. Les hommes politiques sont là pour assumer la responsabilité du travail que l'administration doit faire. Mais nous devons mettre en place un système administratif où nous avons de l'expertise nationale qui conçoit une direction et que cette direction, une fois acceptée par les politiques, soit une direction nationale. Pas la direction d'un homme parce qu'il a construit quelques ponts, quelques immeubles, et puis, bon, il veut nous imposer ça. Non, non. Professeur, on était en train d'évoquer le cas de la démocratie qui est vraiment boitillante, pour ne pas dire malade au niveau de l'Afrique, mais nous avons pris le cas de CPGL. Mais à part le cas de CPGL, qu'en dites-vous des pays de la CEDEAO par rapport à ceux de CPGL? La CEDEAO me donne l'impression d'être beaucoup plus stable, de développer au sein de cette organisation une capacité de résoudre des problèmes qui se posent à l'intérieur de la communauté. Et il y a des pays au sein de la CEDEAO qui, depuis l'indépendance, ont essayé de se comporter de façon beaucoup plus raisonnable que beaucoup de pays de CPGL. De l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, à part quelques pays qui posent problème, je crois qu'ils sont... Dans l'ensemble, ils sont assez stables. Et là, ils ont encore le problème les séquelles de l'indépendance, enfin de la colonie, avec le franc CFA. Qui pose encore des problèmes, des sérieux problèmes. Ça, c'est un problème qu'il faut absolument que l'Afrique, les anciennes colonies de la France, qu'ils résolvent ce problème-là. Je crois qu'il y a un accord ou un arrangement qui est trop en faveur de la France. Jusque-là. Jusque-là, oui. Il faudra un équilibre, même s'ils doivent continuer une certaine collaboration avec la France, mais il faut redéfinir absolument les paramètres. C'est que les pères de l'indépendance de ces pays-là ont signé, c'est simplement inacceptable. Simplement inacceptable. Nous continuons à évoquer le cas de la bonne gouvernance. Alors maintenant, professeur, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous revenons sur le pays de CPGL? Parce que vous et moi, par la grâce de Dieu, nous venons de cette région-là, ou appelons ça cette partie de l'Afrique, où vraiment elle est en ébullition. Chaque jour, vous avez des problèmes. Que faire pour pouvoir avancer tant soit peu? Je crois, ce n'est pas parce que je viens de ce pays-là, mais je crois on parle en général. La communauté, les pays des Grands Lacs vont mieux se porter lorsque le Congo, la République démocratique du Congo, va mieux se porter. Parce que ce pays, avec ses 9 voisins, a une grande influence, qu'elle soit positive ou négative, par rapport aux voisins. Malheureusement, ce pays ne marche pas et je crois que la première chose à faire, c'est d'abord que les acteurs politiques de l'opposition, parce que on ne peut pas continuer avec le système tel qu'il fonctionne à Kinshasa aujourd'hui, avec un chef de l'État qui ne tient pas parole, qui ne respecte absolument rien et qui à mon point de vue, est totalement indifférent au malheur du peuple, particulièrement au viol des femmes. Je ne l'ai pas encore entendu réagir ou engager une action sérieuse en direction, en faveur de ces femmes-là, même après avoir été victime. Je ne vois pas une politique nationale de prise en charge de toutes ces victimes-là, et encore moins des enfants qui naissent du viol dans des circonstances qui sont vraiment... Des délaissés pour compte.
Oui, donc... Mais il y a un service rattaché à la présidence qui gère, semble-t-il, ces genres de dossiers. Nous voulons voir Les effets nous voulons voir les effets et ou les résultats escomptés là. Oui, nous voulons voir. Ça, c'est une honte nationale que les êtres les plus faibles, les femmes, les enfants, soient sans aucune protection, pendant que le chef de l'État lui-même s'est entouré de toute une armée, alors que dans ce pays, on n'a pas l'habitude d'assassiner les gens. Bon, Laurent Kabila a été assassiné dans des circonstances qui sont restées mystérieuses jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et je rappelle que le président actuel du Congo avait la charge de la protection du président de la République qu'on a assassiné. Donc, ce sont eux qui savent pourquoi et dans quelles circonstances. Mais ça, c'est une autre énigme. Absolument, oui, on revient sur le PDCPGL. L'opposition congolaise, que le peuple congolais vienne avec une alternative crédible pour stabiliser le Congo. Ça ne sera pas la MONUSCO qui va stabiliser le Congo, ça ne sera pas... La communauté internationale? Non, ce n'est pas leur mission. Ils peuvent assister le Congo, mais il faut une dynamique interne qui vient avec une alternative crédible, c'est-à-dire une vision de où on veut amener le Congo, une stratégie, comment concrétiser cette vision sur le terrain, et alors négocier avec tous les partenaires extérieurs pour que M. Kabila, cette fois-ci, parte. Kabila doit partir, il n'a plus aucun mandat, et quand il arrive au 31 décembre, même le minimum de légitimité que lui accordait l'accord de la Cinco, ça va s'arrêter. Alors, donc, on va tomber dans une sorte de spirale de no man's land que l'on ne doit pas tolérer longtemps. Donc, il faudra absolument... Moi, je lance un appel aux leaders de l'opposition, je lance un appel à tous les Congolais qui sont en mesure d'influencer des événements, de faire en sorte qu'une alternative crédible vienne et que cette alternative soit soutenue par tout le monde. Lorsque le Congo sera stable, je pense que les autres pays aussi comprendront. Et j'aimerais que les pays comme le Rwanda, qui et une influence, une mémise Non, tout ça c'est parce que les Congolais ne veulent pas se prendre en charge. Oui. Un pays comme le Congo ne peut pas être à la merci d'autres pays. C'est pas possible. C'est simplement parce que... Allons-y, on avance, oui. Donc, je disais que j'invite les leaders, comme des pays qui n'ont pas de problèmes économiques, pour l'instant, comme le Rwanda, d'essayer de surmonter ou d'ouvrir, peut-être de manière prudente, l'espace politique à ceux qui pensent différemment de la pensée officielle. Et tout comme au Burundi. Ensuite, c'est parce que la gestion des pays est devenue tellement personnalisée. En tout cas, souffrez pour qu'on prenne une... Professeur, très bientôt, bientôt on va citer. Quels sont les voies et moyens pour aider l'Afrique, d'abord, à consolider la démocratie, qui paraît être le socle même du développement de ces grands continents? La première chose, c'est l'Afrique doit se donner une classe politique de qualité. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont montré que, à part quelques exceptions que tout le monde connaît, que je ne veux pas citer, non, par respect pour les autres, la classe politique, particulièrement dans la classe gouvernante, je veux dire, particulièrement dans les pays de l'Afrique centrale, a montré ses limites. De la gestion de la chose publique. Elle a montré ses limites,
que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan du respect de la dignité humaine, Oui. ils ne sont pas arrivés à démontrer qu'ils sont meilleurs que les colonisateurs. Donc, personnellement, je ne leur fais aucune confiance. Une petite question qui me traverse l'esprit. Êtes-vous nostalgique? Parce que chaque fois que vous passez sur ce plateau, vous faites toujours allusion aux colonisateurs. Non, On est je beaucoup ne fais pas... nostalgique ou, Non, c'est pas ça. Oui. Je suis plutôt un admirateur des pères de l'indépendance. Ok. Parce que dans les années 60, Ok. dans un pays comme le Congo, dans la classe politique de cette époque-là, il n'y avait pratiquement pas d'universitaires. C'est des gens de formation moyenne, Ok. mais qui ont dit aux Belges, et notez que les Belges sont arrivés avec une administration de qualité. Ok. Ils ont amené des spécialistes. Quand ils sont arrivés chez nous, ils sont venus avec des psychologues, des anthropologues, des sociologues, Ok. des agronomes, des ingénieurs, Ok. pour mieux nous connaître, afin de mieux nous commander. Ok. Ils ont amené ça. Ok. Et nous, quand nous gouvernons aujourd'hui, quand nous nous gouvernons nous-mêmes. Quand j'étais à l'université, mon professeur, le professeur Ebga, qui s'appelait, c'est un Camerounais, Ok. il a donné une conférence, il a dit, dans cette salle, dans la salle de promotion de l'université Levanium, personne ne sera chef de l'État, y compris moi-même, disait-il. Oh là là, Parce que, quelle prophétie. disait-il, en Afrique, les chefs de l'État ne se recrutent plus dans les universités, L'élite. Non. mais Dans la rue ou... dans les casernes. Ah, ok. Et maintenant, ce n'est plus les casernes, c'est des maquis. Ah, ok. Donc, Bon, une parenthèse. Là, on va c'est pour fermer. dire qu'on a reculé Ok. dans la classe, dans la qualité de la classe politique. Ok. On a reculé. Je ne vais pas méconnaître le niveau de formation intellectuelle de beaucoup d'acteurs politiques, particulièrement Il le mérite. dans le pays. Ok. Mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ouais. Les fruits sont médiocres, je regrette beaucoup. Ouais. Et moi, personnellement, je n'accorde aucun crédit à la classe gouvernante aujourd'hui. Sauf dans quelques pays. Alors, la première chose donc, nous avons Revenons à nos moutons. Oui. avons besoin de changer de classe politique. Ok. Et pour changer de classe politique, c'est la mission de l'opposition. C'est l'opposition qui doit venir avec une nouvelle vision, une nouvelle méthode de conduire le pays. Et c'est là que je conseille que l'opposition adopte des réformes, vienne avec des réformes. On ne gouverne pas un pays tout seul. Alors, si on change le chef de l'État, qu'est-ce que le pays va devenir? Okay. Ça, c'est une mauvaise indication. Okay. Le pays doit continuer à tourner, même si le chef de l'État n'est pas là. D'abord, il est prévu dans la Constitution des formules en cas de besoin, comment assurer l'intérim du chef de l'État. Donc, on ne peut pas lier le sort de toute une nation. 80 millions de Congolais, par exemple, doivent dépendre du sort d'un seul... Non, ça, ce n'est plus une république. Donc, nous devons amener des réformes et il faut que les partis politiques deviennent de véritables écoles de formation politique. Former la conscience nationale et former les nouveaux gestionnaires du pays. Et déjà, au niveau des partis politiques, il faut que les programmes soient clairs. Souvent, on adhère, on court derrière un leader politique sans même qu'il ne vous dise qu'est-ce qu'il va faire du pays. Et ça, c'est de la comédie, et il faudra qu'on arrête ça. Donc, la démocratie, c'est d'abord respecter le peuple, savoir que c'est ce peuple qui doit vous donner le pouvoir, et quand vous avez le pouvoir, vous devez savoir qu'il est limité dans le temps, et que vous devez rendre compte, et que lorsque le temps est arrivé, c'est comme à l'hôtel, lorsque votre séjour est terminé, vous fermez vos valises, vous partez. On laisse la place à notre client. De bonnes intentions, professeur. Chers téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer. Professeur Noël Mbala, aux États-Unis d'Amérique, qui bénéficient d'une vieille constitution de plus de 2 siècles ou de 230 ans, je crois que ce qui fait la force des États-Unis d'Amérique, il y a la démocratie, l'armée, l'économie et la souveraineté.
Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça les piliers, c'est ça, je dirais, la base même de la force des États-Unis d'Amérique. L'armée, l'économie, la démocratie et la souveraineté. À vous entendre parler, vous n'avez pas évoqué les cas de l'armée, vous n'avez pas évoqué les cas de l'économie, vous n'avez pas évoqué les cas de la souveraineté, parce que bientôt nous allons terminer cette émission, du moins pour cette première partie. L'armée, l'économie, la souveraineté. La souveraineté, c'est comme la liberté. Okay. C'est des concepts auxquels il faut donner un contenu. Et pour donner un contenu, la force des États-Unis, c'est vrai, il y a les textes, mais c'est la qualité du gouvernement. Ce sont les meilleurs. La bonne gouvernance? La bonne gouvernance, oui. Oui. Mais dans les pays développés, oui. Ce sont les meilleurs qui passent au pouvoir. Et ce ne sont pas les commerçants qui viennent au pouvoir. Je me rappelle quand je suis arrivé en Grande-Bretagne en 1998, Sainsbury était la première fortune de ce pays. Oui. Aujourd'hui? Non. Mais M. Sainsbury a été invité par Tony Blair d'entrer dans son gouvernement en le suppliant, please, viens au gouvernement, parce que quand on verra que vous êtes là, on aura moins mais chez nous, c'est des gens qui vont au gouvernement parce qu'ils veulent s'enrichir, faire le business à partir du gouvernement. Ça ne donne pas. Quand le général George Washington a gagné la guerre, il n'a pas voulu gouverner directement. Il a demandé aux experts d'aller rédiger les lois en fonction desquelles lui va gouverner. Et ils ont fait une constitution qu'ils ont adoptée. Tout le monde respecte cette constitution. Jusqu'aujourd'hui. La qualité de l'homme politique est très très importante. Et là, il y a un effort à faire en Afrique parce que beaucoup d'aventuriers, même s'ils ont des diplômes qui ne méritent pas d'être à la tête des institutions, ils sont là. Et malheureusement, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et tant qu'il n'y aura pas... Et avec un peuple qui adore souvent ces dictateurs, ça devient aussi un problème. Donc, et là, je pense que c'est l'opposition qui peut nous aider, qui peut venir avec une nouvelle... Alors, l'armée, dans le cas du Congo, par exemple, l'armée est restée une armée de conception coloniale. C'est une armée qui était là, pas pour protéger le pays, pour protéger... c'est pour protéger les chefs. Et les soldats eux-mêmes, ils oublient qu'ils font partie du peuple, qu'ils sont brimés eux-mêmes. Ils vivent dans des conditions misérables, mais quand on leur dit allez taper vos frères qui sont dans la rue pour que la vie s'améliore pour vous tous, et ils vont le faire bêtement. Non. L'armée a pour mission de protéger les frontières et les institutions. Et la police est là pour protéger la population et faire en sorte que l'ordre, la paix sociale règne dans la communauté et essayer d'empêcher les gens à se faire du tort. Et s'il y en a qui font du tort aux autres, on les arrête. Professeur. Et les services de renseignement qui doivent, eux, être en avance sur les événements. C'est-à-dire anticiper, prévoir la menace avant qu'elle ne se concrétise. Professeur, merci d'être venu. Chers téléspectateurs, time is money. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette première partie de l'émission. Ce n'est qu'une partie remise parce que le débat, vraiment, c'est un débat complexe. Nous sommes vraiment dans l'obligation de nous arrêter à ce niveau-là. Les débats restent ouverts. Comme les débats restent ouverts, vous pouvez nous contacter à travers nos emails ou soit nous envoyer des textos ou au besoin nous appeler directement. Pas de démocratie, pas de développement durable. Aujourd'hui, on a ouvert les débats et par la grâce de Dieu, nous allons continuer à la prochaine occasion. Professeur, vraiment dans
dans 10 secondes, une petite conclusion, du moins pour cette première partie. La conclusion que je peux donner, c'est que 10 secondes, le développement est indissociable de la démocratie, dans ce sens que l'homme est l'acteur principal du développement. C'est l'homme qui doit se développer, et l'homme, pour se développer, a besoin de couvrir des besoins qui se situent à plusieurs niveaux. Il y a le niveau matériel, c'est vrai, il y a le niveau intellectuel, il y a le niveau religieux, il y a le niveau culturel. Et tout cela demande que l'être humain ait la capacité de choisir. D'où l'impératif d'un climat qui permet qu'il y ait cette liberté de choix, d'où donc nécessairement la démocratie est liée au développement. Il faut lier les deux, particulièrement dans des pays comme les nôtres qui doivent encore se développer. Merci beaucoup, professeur. Chers téléspectateurs, ne quittez pas cette chaîne de télévision. Vous êtes bel et bien branchés sur Olive TV, qui fait la fierté de la communauté francophone, je dirais africaine francophone de par le monde. C'est l'une des meilleures chaînes pour le moment. Ne la quittez pas. Les amis vont peut-être nous succéder d'un moment à l'autre. Et il en est de même si vous avez vous qui êtes des hommes d'affaires, businesswomen, businessman, vous avez quelque chose à promouvoir, contactez-nous parce qu'ici, le feedback est automatique. C'est du tic au tac. Nous disons merci à vous tous qui nous suivez de loin. Vous êtes trop nombreux, il n'y a pas moyen de vous citer. Que Dieu vous bénisse et les rendez-vous est pris pour lundi prochain à la même heure. Par la grâce de Dieu. Bye bye, professeur. Bye.